c'est une autre belle journée. Alors, si on regarde quels sont les plans d'aujourd'hui, alors nous allons regarder des informations sur l'écorce des arbres. Nous allons regarder aussi la différence entre le poids et la masse. Et aussi, je voulais montrer quelques photos. Je vais voir, j'ai oublié de les mettre sur le système. Je vais voir si on peut regarder ça aujourd'hui. Alors, sur ce, c'est une autre superbe journée. Je suis très fier de vous d'être venu. Et n'oubliez pas que s'il y a des questions, si vous avez des questions à caractère scientifique, vous pouvez les mettre dans le chat ici et je vais essayer d'y répondre. Et si je vois que je n'ai pas la réponse encore, je vais les préparer pour la semaine prochaine. Alors, voyons voir quelles sont ces idées que nous allons faire aujourd'hui. Alors, je vais aller sur StreamYard, je vais partager mon écran et puis voyons voir, comme ceci. Excellent. Alors, voyons voir la première partie. Donc, pour ceux, je ne sais pas si vous célébrez l'Halloween, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont en profiter pour célébrer l'Halloween ce week-end. C'est une fête qui souvent est à caractère nord-américaine. Nord-américain, voilà. Mais c'est quand même intéressant. C'est lorsqu'on va se partager on va aller ramasser des bonbons et des friandises. Et c'est un peu avant ce mois de novembre. Et il y a certaines festivités pour le temps de Noël pour ceux qui célèbrent cette fête. Alors bonjour, chiffre alphabet. C'est un plaisir de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une autre belle journée de science, bien sûr. Et nous allons voir ce que nous allons découvrir et discuter aujourd'hui. Donc, voyons voir si on peut faire fonctionner ça. Excellent. Alors, la première question que nous allons faire aujourd'hui se rapporteront sur, c'est une conversation que j'ai eue avec quelqu'un, c'est les anneaux de croissance sur un arbre. Anneaux de croissance, comme ceci. Et ça ici, c'est pour les arbres, comme ceci. Alors, l'idée, c'est que comment se fait-il que les arbres ont différents anneaux et on peut compter chaque anneau pour nous dire quel âge est l'arbre. Donc, c'est intéressant comme question. Et nous allons voir si nous pouvons répondre à celle-ci. Et bien sûr, n'oubliez pas, vous pouvez mettre vos questions dans le chat ici. Si vous écoutez notre vidéo ici en rediffusion, n'oubliez pas de mettre des commentaires ou vos questions dans le bas du vidéo et ça me sera des sujets pour les vidéos suivantes. Et l'autre chose, vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne, comme ça vous allez savoir quand est-ce qu'il y a de nouveaux vidéos. Alors, voyons voir. Lorsque nous avons des arbres, comme ceci, on va mettre un petit peu de vert, comme ceci. Et on a ici notre horizon. Voilà. Donc, certaines choses arrivent durant l'été. Donc, il faut garder en tête que les arbres, ils ont une grande quantité de racines ici. Donc, qu'est-ce qu'il arrive? C'est que durant une saison, et surtout vers la fin de l'été et à l'automne, les arbres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à souvent accumuler des nutriments dans les racines ici. Alors, la raison qu'ils font cela, c'est que lorsque le printemps arrive, lorsqu'il y a, alors nous, en Amérique du Nord, il y a le gel durant l'hiver, d'autres endroits, il fait plus froid, donc la croissance ralentit et les arbres se préparent. Lorsque le printemps arrive, lorsqu'ici on est en Amérique du Nord, il y a une grande quantité d'eau qui est disponible comme ceci, comme cela. Nous avons ici, à ce moment-là, de l'eau qui entre dans le sol. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a, avec osmose et des changements de concentration de composition chimique, il y a un petit peu d'eau qui commence à monter dans les arbres ici. Mais chose intéressante, les arbres ont préparé, durant l'automne précédent, les petits bourgeons
qui sont sur les branches. Donc, qu'est-ce qu'il arrive? C'est qu'au début, lorsqu'il commence à avoir un peu de pluie, les bourgeons commencent à grandir un petit peu et ces feuilles vont commencer à faire la collecte des rayons du soleil. La photosynthèse va arriver et il y a une accélération du processus. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que durant le printemps, il y a une grande quantité ici de fluides qui vont commencer à monter. Ceci permet bien sûr de faire la croissance de faire croître les feuilles parce que les feuilles ont besoin de pouvoir grandir le plus rapidement possible. Et ça, c'est basé sur des nutriments et des composés chimiques qui ont été entreposés ici dans les racines et qui vont dans les feuilles. C'est un peu pour ça, par exemple, qu'ici au Canada, il y a au printemps les érables, qui est un type d'arbre où on va faire la collecte de la sève de ces arbres parce qu'il y a du sucre ici. Donc, la saison précédente, il y a eu une accumulation d'amidon ici dans les racines et au printemps, il y a une quantité plus grande de sève avec une quantité plus grande de nutriments. Donc ici, ces feuilles commencent à grandir et qu'est-ce qu'il arrive? C'est que aussitôt que les feuilles sont plus grandes, avec la photosynthèse, il y a bien sûr la suite et donc durant toute la saison, l'eau va monter dans les arbres. Maintenant, je vais montrer quelques photos. Voyons voir si on peut montrer une photo que j'avais trouvée qui était intéressante. Donc, si nous allons ici, donc j'essaie de trouver des photos qui n'ont pas de droit d'auteur. Donc ici, c'est un exemple. Alors ça ici, c'est un arbre qui a été coupé et après quelques temps, et ici, à l'exposition aux intempéries, on peut voir que cette souche on peut voir qu'il y a différentes, comment je pourrais dire ça? On peut voir les anneaux qui se font ici. Et les anneaux se font à chaque saison. Donc ici, on peut voir, c'est le printemps. Au printemps, il y a une grande quantité de nutriments et de fluides qui montent vers le haut. Donc, il y a la formation de cellules qui font des petits tubes. Ils se forment très rapidement et les parois sont beaucoup plus minces. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a besoin de ces grands canaux pour faire monter la sève rapidement. Lorsqu'on arrive à la fin de l'été, l'arbre prend plus de temps à pousser, il y a des nutriments qui continuent à bouger, mais ici, les petites parois de ces tubules qui montent vers les feuilles ont des parois un petit peu plus épaisses, ce qui permet que ceux-ci sont un petit peu plus durs. Ici, on peut voir en relief comment c'est. Donc ici, si on regarde cet arbre, nous avons ici une section, on a une section ici qui a poussé rapidement au printemps et ici, c'est la pousse à la fin de l'été. L'année suivante, nous avons encore cette pousse rapide et ici, ça va à l'automne. Pousse rapide va à l'automne et ainsi de suite. Et ça, c'est intéressant parce que la partie vivante d'un arbre, c'est les parties extérieures où il y a de l'écorce. Donc, la partie interne de l'arbre se retrouve à ce moment-là à être des cellules mortes. C'est la partie morte de l'arbre. Donc, si on regarde ici, on peut voir spécifiquement, est-ce qu'on peut faire ça plus grand? Voilà. On peut voir ici les anneaux qui ont été formés à chaque année. Et donc, la partie qui est vivante, donc la partie où il y a ces tubules qui sont créés, c'est la partie de l'écorce ici. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a un arbre, on ne veut pas briser l'écorce à l'extérieur. Parce que si on brise l'écorce, qu'est-ce qui arrive? C'est que la sève et les nutriments ne peuvent pas aller en haut de l'arbre. Donc, c'est ça. Quelqu'un va dire, OK, qu'est-ce qui arrive si on se retrouve dans un pays où il n'y a pas les saisons comme les saisons d'été et d'hiver où il fait plus froid, où l'arbre ralentit sa croissance? Alors, si on va dans des pays où il fait beaucoup plus chaud, il peut y avoir la saison des pluies et la saison plus sèche. Donc, il y a des changements ici. Et puis, je fais un peu de recherche et il semble que si on est dans une région où continuellement il y a la même quantité de pluie, de soleil et de conditions, il semble que l'arbre finit par
par faire naturellement un changement parce que puisque l'arbre a une croissance, l'arbre finit de dire, OK, ça c'est une période de croissance et va créer une autre anneau à l'extérieur. Donc, il semble que les arbres, pour la croissance, ont besoin de certains anneaux, comme ceci. Donc, ici, habituellement, voyons voir si on peut trouver une autre photo. Voyons voir. Alors, j'ai essayé de trouver des photos qui n'avaient pas de droit d'auteur, bien sûr. C'est important. Voyons voir. Peut-être que celle-ci pourrait être utile. Donc, de la façon que... alors, j'ai des photos et puis ils sont sur un autre ordi, imaginez. Lorsqu'on a la saison rapide au printemps, il semble que, d'après ce que j'ai lu, que le bois est beaucoup plus clair comme couleur. Et lorsqu'on arrive à l'automne et puis les petits tubules sont plus épais, on se retrouve avec une petite ligne qui est brune. Donc la partie brune ou plus foncée est à l'extérieur et on recommence plus clair avec le printemps. Donc ça, c'est intéressant comme idée jusqu'à maintenant en ce qui concerne la croissance des arbres et leurs anneaux de croissance. Voyons voir comme ceci. Voilà, les anneaux de croissance. Je pense que ça, c'est l'idée que j'ai ici en ce qui concerne cette partie de la question. Je vais ajouter quelque chose d'intéressant. On a parlé dans le passé, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a des feuilles. Et je vais indiquer pourquoi est-ce que l'eau est essentielle pour la croissance des plantes. Donc, lorsqu'on a une feuille, donc ça ici, c'est une feuille comme ceci. Nous avons le soleil qui arrive comme ceci. Alors, je ne ferai pas la... Ici, si vous voulez que je fasse un petit vidéo sur les feuilles, vous le direz. Et ça me fera plaisir d'ajouter et de faire une vidéo utile sur le format ou comment est-ce que nous avons la structure de la feuille. Comme ceci. Comme cela. Voyons voir si on peut effacer un peu. Voilà, c'est excellent. Nous allons faire ici des petits tubes, ça va nous aider. Donc ici, c'est un peu l'intérieur d'une feuille. Oups, que se passe-t-il? Il ne veut pas écrire. Oups, parce qu'on est sur l'efface. Ça n'écrit pas bien lorsqu'on a une efface. Donc, on a des petits tubes. Donc, on parlait du fait que l'eau et les nutriments passent à ces petits tubes dans l'arbre. Et en passant ces petits tubes, il y a ce qu'on appelle les phloèmes et les xylèmes. Les xylèmes ont tendance à transporter beaucoup plus d'eau. Ils ont tendance à avoir des diamètres plus grands. Et habituellement, on se retrouve avec l'eau qui va monter ici. Dans les phloèmes, c'est surtout lorsqu'on a les matériaux construits par les feuilles, comme les amidons ou d'autres matériaux de construction pour faire croître l'arbre. Alors, ceux-ci, les phloèmes, ils peuvent aller dans les deux directions. Alors, durant l'été, durant le printemps, il y a beaucoup plus de nutriments qui vont vers le haut. Et durant les saisons d'été et d'automne, ça va de l'autre côté. Alors, lorsque nous avons de l'eau, alors tout à l'heure, on a mentionné que lorsque nos feuilles commencent au printemps, nous avons ici un petit peu d'eau qui va monter les nutriments. Mais afin de pouvoir faire monter de l'eau des racines vers les feuilles, on utilise une propriété de l'eau qui est intéressante. Alors, lorsque l'eau arrive ici, l'eau est utilisée pour faire la photosynthèse. Parce que si on se rappelle bien, la photosynthèse, c'est on prend du dioxyde de carbone, on va prendre de l'eau, on va prendre de l'énergie du soleil et ceci va nous donner de l'oxygène plus des amidons ou glucose ou sucre ou autre. Donc, je vais prendre cette formule comme cela. Maintenant, ça, c'est une formule chimique qui est la photosynthèse. Photosynthèse comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est
La chimie, c'est comme des blocs Lego, des blocs de construction. Ça veut dire que on doit avoir le même nombre de composants chimiques avant la réaction qu'après la réaction. Donc, l'équation de la photosynthèse, on a besoin de 6 molécules de CO2, de 6 molécules d'eau, et ça va nous donner 6 molécules d'oxygène et 6 molécules de glucose. Donc, on peut voir ici que on a, voyons voir, oups, c'est passé ici. Voilà. Donc, si on regarde ici de la façon que ça fonctionne, on a maintenant 6 atomes de carbone et de l'autre côté, on a 6 atomes de carbone à l'intérieur de cette molécule. On a 6 molécules d'eau, donc 6 fois 2 fait 12 atomes d'hydrogène. Dans cette molécule, on a maintenant 12 atomes d'hydrogène. On a ici 6 fois 2, donc on a 12 oxygènes plus 6 oxygènes, on a un total de 18 oxygènes. Nous en mettons ici 6, il reste donc 6 molécules ici où on a de l'oxygène gazeux. Donc ici, l'arbre utilise le CO2 et l'eau, et le déchet est l'oxygène. Et nous utilisons cet oxygène pour nous. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire monter les nutriments vers le haut? Donc aussitôt que les petits bourgeons deviennent des feuilles au printemps, la photosynthèse commence. Et ici, on utilise les propriétés de l'eau. Vous savez, lorsqu'on met une goutte d'eau sur une table, ça va former comme une petite bulle en 3 dimensions, parce que les molécules d'eau ont tendance à vouloir rester ensemble. Il y a une certaine adhésion de ces molécules. Les arbres utilisent la même chose. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ici, sous les feuilles, il y a des petites portes. On les appelle ici, j'avais le mot tout à l'heure, ce sont les stomates. Voilà. Les stomates, ce sont les petits trous. De chaque côté, il y a ce qu'on appelle des cellules stomatiques. Ça permet de ouvrir et de fermer. Comme ça, si par exemple, il y a une certaine sécheresse, ceux-ci vont fermer. Comme ça, l'arbre va conserver l'eau. Si on a des cactus, par exemple, dans un désert où il n'y a pas beaucoup d'eau, la quantité de stomates, elle est très, très petite pour s'assurer qu'il y a peu d'évaporation, peu d'extraction de l'eau de la feuille. Alors, la feuille ici, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'une question de chimie, il va y avoir une certaine quantité de molécules d'eau qui vont sortir ici. Et lorsque ces molécules d'eau vont sortir, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont tirer sur les autres molécules d'eau qui sont jusque dans les racines et ça va créer un petit courant d'eau vers l'extérieur. Vous allez dire, OK, ça c'est un peu bizarre. Est-ce que j'ai une connaissance que les arbres vont mettre de l'eau par les feuilles? Pensez aux jungles. Dans la jungle, durant la journée, c'est très, très humide. Pourquoi c'est très humide? C'est que les arbres ont une certaine transpiration. Et c'est ça, cette quantité de molécules d'eau qui sort par les feuilles, qui permet à tous les nutriments de venir des racines. Maintenant, si on regarde, il y a une certaine quantité d'eau qui va sortir ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans ce processus de photosynthèse, alors dans la recherche, c'est comme s'il y avait la même quantité d'eau qui est utilisée pour la photosynthèse qui est emmenée dans le système, sauf que de l'autre côté, ces molécules d'eau sont libérées par la transpiration des arbres. Donc, ces molécules d'eau qui montent des racines vont être expulsées par les feuilles, créant les transpirations. C'est pour ça que dans la jungle, c'est très, très humide. Et donc, ceci permet, alors au printemps, on a besoin de cette quantité d'eau, ça forme ces tubules, et donc, en même temps, c'est tout ce système que l'arbre veut s'assurer que ces tubules sont de la meilleure condition possible. Donc, durant l'année, il y a une nouvelle écorce qui est créée pour s'assurer que l'extérieur de l'arbre peut maximiser ce transport d'eau et de nutriments. Alors, c'est intéressant. Alors, j'ai parlé de plusieurs sujets ici. Ça, c'est un peu le sujet que j'ai à parler des arbres.
des anneaux des arbres, ainsi que transpiration et de tout ce qui se passe à l'intérieur des plantes. Il y a des botanistes, il y a des biologistes, voilà, qui aiment les plantes et qui ont étudié cela dans le passé, bien sûr. Voilà, voilà. Est-ce que je vais ajouter quelque chose sur les arbres qui peut être utile? Oui, je vais ajouter quelque chose que je viens de penser, que peut-être que vous allez trouver intéressant. Donc, si on regarde, je vais essayer de trouver un arbre. Alors, celui-ci, c'est très bien. Voilà. Vous savez, ici, on a ici l'écorce. Et avec l'écorce ici, on peut voir que c'est la partie vivante. Et nous, ici où nous sommes, nous avons des espèces invasives. Ce sont des insectes. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les insectes qui sont... alors, il y a, par exemple, la grille de frêne. La grille de frêne est un insecte volant, mais lorsqu'il pond des œufs, il y a une partie de la vie de cet insecte qui est une larve. Donc, ils vont pondre les œufs dans, ici, l'écorce de l'arbre. Et chose intéressante, c'est que l'écorce de l'arbre contient tous les nutriments pour faire croître l'arbre, mais aussi les insectes qui ont des larves ici peuvent bien vivre parce que c'est la partie vivante de l'arbre. C'est des matériaux qui sont beaucoup plus mous, il y a beaucoup d'eau. Donc, ces larves vont aller ici et vont manger la partie de l'écorce, ce qui fait que les petits tubes sont coupés et donc la sève ne peut pas se rendre vers les feuilles. Donc, voyons voir si je peux montrer un exemple ici. Je le freine. Je vais essayer de trouver une photo qui est... voyons voir. Voilà. Donc, ça, c'est une photo qui peut être utile. Donc, c'est sur Wikipédia, je sais, mais j'ai vu des exemples de ceci souvent. J'ai quelque part un exemple d'écorce. J'irai la chercher pour la semaine prochaine. On peut voir que ces larves ici vont manger ici. Est-ce que je peux faire ça plus gros? Non. Peut-être que je pourrais faire ça comme ça. Voilà. Donc, on peut voir que ces larves vont se promener sous l'écorce et en même temps pouvoir vivre, mais ceci va couper toute la section de ce tubule qui emmène les nutriments aux feuilles et l'arbre finit par mourir rapidement. Il faut faire attention parce que ces larves sont protégées des intempéries et des prédateurs et donc vont devenir des insectes volants avant qu'on puisse s'en occuper. Donc, ceci endommage des grandes forêts. Ça ici, c'est la grêle de frêne qui touche spécialement ce type d'arbre qui est le frêne. Et c'est très dommage lorsque ceci arrive dans notre environnement. Et c'est comme ça. Donc, ça, c'est notre première section sur la biologie. Et on a parlé de plantes et d'arbres aujourd'hui. Alors, voyons voir. Prenez un instant. Si vous avez une question, n'oubliez pas que vous pouvez les mettre dans la section chat. Je suis ici pour être avec vous. Nous avons aujourd'hui 2 spectateurs, 2, 3 ou 4 spectateurs et spectatrices. Bienvenue à notre session de tutorat aujourd'hui. Alors ici, Chiffre Alphabet nous dit comment se forment les tornades. Ça, c'est intéressant. OK. Alors, voyons voir. Nous allons regarder ça. C'est une excellente question. Présentement, il y a de plus en plus d'exemples où il y a des tornades qui existent où il n'y en avait pas avant. Et une des raisons de cela, c'est qu'il y a un certain réchauffement des gaz de l'atmosphère. Et ceci ne nous aide pas vraiment. Alors, voyons voir ici comment se forment les tornades. Tornades comme ceci. Très bien. Alors, ici, on va faire un petit exemple. Alors, si nous avons le Soleil, donc ici, on va parler de la base pour commencer. Si nous avons un Soleil qui est comme ceci et qu'il y a des radiations
qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des molécules d'air, donc dans l'atmosphère. Ici, c'est l'atmosphère. Lorsque les molécules se réchauffent, ils commencent à bouger un petit peu plus rapidement. Donc, en chimie, lorsqu'on a une température basse, on peut avoir un solide, prenons la glace par exemple. On a des particules qui bougent un petit peu. La semaine passée, on a parlé de température justement, et on a parlé du Kelvin. Donc, à 0 Kelvin, les molécules ne bougent plus. À une certaine température, ils commencent à bouger un petit peu. Donc, dans la glace, on a un solide et des molécules d'eau qui bougent. Lorsque ceux-ci commencent à bouger beaucoup plus, on se retrouve avec des molécules qui se distancent et on a de l'eau. Et lorsque ça se réchauffe encore plus, ça va devenir de la vapeur et donc un gaz. Notre atmosphère contient plusieurs gaz comme l'oxygène, l'azote, dioxyde de carbone et de l'eau. Et si ça réchauffe, les molécules prennent beaucoup plus de place. Maintenant, pour ceux qui disent, OK, qu'est-ce qui se passe lorsque les molécules prennent plus de place? Vous avez sûrement déjà vu ces idées de montgolfière, comme ceci. Comme cela. Voyons voir si on peut faire un petit dessin. Et je sais que je n'ai pas mon tableau blanc aujourd'hui. J'ai essayé de le mettre et je n'ai pas trouvé de structure stable encore, mais je travaille sur cela. Lorsqu'on met une certaine flamme sous une montgolfière, les molécules vont commencer à bouger beaucoup plus rapidement. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque les molécules se bougent plus rapidement, ils vont avoir une expansion et donc la masse volumique va descendre. La densité devient plus petite et, conséquence, le ballon va monter comme cela. Donc ça, c'est quelque chose à penser. Maintenant, si nous avons, par exemple, des molécules d'oxygène qui réchauffent et qui montent, alors que ceux qui sont chauds montent ici, on se retrouve avec un endroit ici où il y a de moins en moins de molécules qui existent. Maintenant, on ne peut pas avoir le vide à cet endroit. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir de nouvelles molécules qui vont prendre la place ici. Donc, si on prend par exemple une personne qui est ici, vous avez sûrement déjà remarqué qu'il y a des personnes et on peut sentir le vent dans les cheveux. Le vent déplace l'air de ce côté-ci. Pourquoi est-ce qu'il y a du vent qui va d'un côté? C'est qu'il y a un endroit de ce côté-là qui ont des molécules qui ont monté vers le haut. Ça crée une basse pression et les molécules qui sont de l'autre côté veulent prendre la place. Donc, le vent est un mouvement de molécules. Donc, ça, c'est la première chose à penser. Lorsqu'on a des tornades, chose intéressante, c'est qu'on se retrouve avec ces molécules qui montent vers le haut comme ceci. Nous avons aussi le vent qui bouge comme cela. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque le vent bouge de ce côté-ci, le vent peut bouger de ce côté-ci, mais on ne peut pas avoir une zone vide ici. Donc, on se retrouve donc avec des gaz qui sont plus frais, qui se promènent comme cela. Et on a ici des gaz qui sont plus chauds, qui vont commencer à monter comme cela. Et puis voilà, et ça veut dire que si les gaz commencent à monter, on a des gaz qui sont plus chauds qui peuvent descendre vers le bas comme ceci. Vous allez dire, OK, il y a des molécules qui se promènent partout, vraiment, ça ne fait pas de tornade. Maintenant, si vous êtes par exemple sur un étang de glace ou sur une patinoire et que vous vous promenez, vous avez vos mains qui sont loin de vous, et que peut-être que vous tournez juste un petit peu et que vous prenez vos mains et vous les rapprochez de votre corps, le centre de gravité du corps arrive plus près de vous et vous commencez à tourner tout seul. On le sait, c'est comme ça que les personnes font un petit mouvement et commencent à tourner et ils vont tomber par terre. Donc, il arrive des fois que lorsque il y a des forces qui se concentrent à un endroit donné, qu'il y a des rotations qui arrivent. Alors ça, c'est intéressant.
Ça veut dire qu'on se retrouve. Alors, on a du vent partout, ce n'est pas grave, mais il peut arriver qu'il y ait des endroits où il y a des molécules qui se déplacent beaucoup plus d'un endroit, comme ceci, et qu'il y a, bien sûr, d'autres molécules qui commencent à se déplacer beaucoup plus facilement d'un côté, et on commence à avoir des mouvements. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, en plus de ceci, s'il y a évaporation, on va se retrouver avec de plus en plus d'eau dans le ciel comme ceci. Nous allons nous trouver avec, comme on a mentionné, des mouvements de molécules comme ceci, des mouvements de molécules comme cela. Et on se retrouve à commencer avec un nuage ou un grand nuage qui commence à tourner. Alors, ça, c'est intéressant. Si nous pensons à ceci à très, très, très grande échelle, on a des ouragans. Maintenant, vous vous rappelez, on mentionnait tout à l'heure que lorsqu'on a commencé, on a localement des molécules qui commencent à tourner. Et c'est ça qui arrive ici lorsqu'on a un ouragan. Donc, ici, pas un ouragan, mais une tornade. Donc, voyons voir. Je vais changer de couleur. Donc, il arrive lorsqu'on a ici notre air qui monte vers le haut, que celui-ci peut commencer à faire un tourbillon comme ceci. Mais chose intéressante aussi, c'est que la même chose arrive lorsque dans le nuage, il y a une rotation et que cette rotation commence à faire des tourbillons vers le bas comme ceci. Et ça, c'est souvent les tornades que nous allons remarquer. Il y a un grand nuage qui a ici un mouvement circulaire qui peut avoir plusieurs kilomètres, mais localement, on se retrouve avec des montées d'air chaud et des descentes d'air et on se retrouve avec des tornades qui sont ici et qui vont endommager les maisons qui peuvent se retrouver sur le passage ici. Alors, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les tornades peuvent arriver rapidement? C'est qu'il arrive que les molécules se promènent, éventuellement qu'il y a eu comme une concentration. C'est comme si tous les molécules avaient un moment où ils étaient dans le même mouvement. Ils vont créer cette tornade, mais cette tornade ici, qui est bonne pendant un certain temps, est en contact avec l'atmosphère de l'extérieur, avec les mouvements des vents. Donc, ce n'est pas des mouvements d'air qui sont viables à long terme. Donc, ils peuvent exister pendant quelques secondes à quelques minutes. Un mouvement d'air qui est très, très, très rapide et après un certain temps, il va arrêter complètement. Pourquoi lorsqu'on a des grands nuages qui sont à plusieurs kilomètres de grandeur, on peut avoir plusieurs tornades? C'est que ces tourbillons peuvent arriver et peuvent repartir de façon très rapide. Et à cause des dimensions et le fait qu'il y a ces grandes quantités de mouvements d'air, il peut y avoir un moment où la tornade peut arriver. Et voyons voir si je peux. J'ai déjà vu des petites tornades. Alors, le début de tornade vers le haut qui était horizontal comme ceci et oups, arrêté complètement. J'ai déjà vu des photos et des tornades qui sont comme ceci et vont changer de direction vers le bas. Quelquefois, ça ne touche pas le sol, donc les personnes sont en sécurité. Quelquefois, ça peut toucher le sol pendant seulement quelques secondes rapidement et causer beaucoup de dommages. Mais ceux-ci finissent par arrêter complètement. Voyons voir un exemple. Vous savez, lorsque disons que vous avez un bol de soupe à la maison et vous prenez votre cuillère et tournez votre bol de soupe, vous tournez un petit peu et on peut remarquer des petits tourbillons. Et lorsqu'on arrête de tourner la cuillère, tout le liquide finit par se stabiliser. C'est un peu le même principe. Si vous aimez le bateau, les bateaux de plaisance ou même les gros bateaux et vous allez à l'arrière de celui-ci, vous pouvez voir qu'avec les moteurs, il y a des petits tourbillons qui arrivent à la surface.
Ce sont des petits tourbillons qui ne durent pas très longtemps. Mais ça, c'est un exemple de petits tourbillons dans un liquide plus dense. Donc, une tornade, qu'est-ce que c'est? C'est un tourbillon d'air à grande échelle. Voilà. Avec les changements climatiques, ceci peut affecter où est-ce qu'on trouve des tornades, bien sûr. Parce que si nous avons une augmentation de température à certains endroits, ceci peut faire monter l'air plus rapidement et créer localement des tornades. S'il fait plus chaud des endroits où il y a de l'humidité, cela peut changer aussi cela. Je sais que j'ai vu ça une fois. Il y a le lac Ontario près de chez nous et il y a, on appelle ça des funnel clouds. C'est sur le lac, il y a des petits tourbillons qui se passent et puis on peut voir, ce n'est pas une tornade parce que les vents sont plus lents, mais ils existent quand même. On peut même trouver des petits tourbillons de vent. Voyons voir si je peux trouver ça. Des tourbillons de vent lorsqu'on regarde dans les prairies ou lorsque c'est très sec. Donc, voyons voir si je peux trouver ça. Ici, peut-être un petit tourbillon de poussière. Lorsque j'ai fait un tour dans les prairies canadiennes, j'en ai vu quelques-uns. Alors, voilà. Alors ici, Wikipédia, donc on est dans une situation où il n'y a pas de droit d'auteur. Et puis, voyons voir. Voilà, je vais le montrer. On peut voir ceci, c'est à petite échelle. Et on peut voir ça, c'est un tourbillon de poussière. On se retrouve ici où il y a eu de l'eau chaude, de l'air chaud qui monte. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on s'est retrouvé avec l'air qui commence à tourner tous de la même façon. Le plus petit que j'ai déjà vu avait peut-être 30 cm. Il était descendu, il est quelques mètres de moi et est reparti. Celui-ci, on peut voir qu'il peut y avoir peut-être, je ne sais pas, entre 5 et 10 mètres. Les vents sont beaucoup plus petits. Ici, on peut le voir à cause de la poussière qu'il y a à l'intérieur de ce vent. Mais c'est toujours le même principe. Tourbillon ici de poussière à petite échelle. On a des ouragans qui sont plus petits, vents très violents, très rapides, qui arrivent à un moment donné. Donc ça ici, c'est quelques dizaines de mètres à peut-être une centaine de mètres. Et lorsqu'on va encore plus grand comme dimension, on a les ouragans qui peuvent avoir plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres de diamètre. Mais c'est le même principe de mouvement de particules. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que ceci a répondu à notre question sur comment se forment les tornades. Maintenant, je vais ajouter quelque chose sur les ouragans. C'est toujours intéressant. Voyons voir. Voyons voir. Je vais trouver une autre. Alors, vous allez dire comment est-ce que... Alors, si on pense aux ouragans et qu'on regarde ici notre petite planète, on peut remarquer que les ouragans, c'est quelque chose qui est immense comme ceci, avec des endroits qui sont concentriques, et il y a souvent cet œil dans le centre ici. Alors ici, il y a certaines choses qui arrivent et se concernent. Donc, si on est sur les océans, un océan rose ou mauve. Quel drôle d'environnement ici. Alors, je vais enlever ça. Mon tableau me manque. Je devrais essayer. Je pense que je vais essayer de le mettre sur le mur derrière ici. Ça, c'est mon activité pour la semaine prochaine. Donc, retournons avec l'eau. Voyons voir. Oh, on n'écrit pas bien avec les faces. Okay. Alors, lorsque nous avons des ouragans, alors par exemple aux États-Unis, il y a ces grands ouragans. Ceux-ci commencent sur l'Atlantique, près à plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de l'Afrique. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a une évaporation qui arrive comme ceci, qui va vers le haut,
Nous avons bien sûr les vents qui sont plus froids, qui vont prendre la place comme ceci. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on se retrouve avec, voyons voir, de l'eau ici. On se retrouve avec des grands tourbillons qui commencent à s'organiser comme ceci et qui vont monter vers le haut. Ceux-ci sont très humides suite à notre évaporation qui est ici. Par contre, si on a de l'air humide qui monte vers le haut, on a besoin aussi d'avoir de l'air qui prend la place. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'air qui est ici va prendre la place vers le bas comme ceci. Et vu que c'est un tourbillon, à l'intérieur de notre ouragan, on a l'air qui vient ici du haut, comme cela. C'est pour ça que alors, si on est pour regarder, on peut voir le sol à partir de cet endroit, c'est qu'on a l'air qui vient du haut, peu d'humidité vers le bas, et cet œil peut être de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Et bien sûr, plus notre ouragan grandit, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ici, on a une cellule. Donc, on a ici d'autres cellules qui montent comme ceci. Et l'ensemble finit par être un super immense. Donc, on a ici l'air qui va descendre, l'air qui va descendre. Donc, ces tourbillons restent. Alors, c'est un tourbillon où dans le centre, nous avons de l'air qui vient du bas. Après ça, on a autour l'air qui monte, mais on a l'air qui descend de chaque côté. Donc, on se retrouve avec des structures de plusieurs centaines de kilomètres, avec des quantités immenses d'eau qui vont vers le haut. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de pluie qui arrive lorsqu'il arrive sur les terres, parce qu'une fois que cette masse atmosphérique avec cette quantité d'eau arrive sur Terre, il n'y a plus d'évaporation de l'océan. Donc, qu'est-ce qui va arriver? L'eau va tomber et on se retrouve avec des pluies diluviennes. Et bien sûr, ceci affecte notre société. Et ça, c'est une excellente question. Alors, je suis passé des tornades, j'ai expliqué un petit peu plus. Chiffre alphabet, excellente question aujourd'hui, bien sûr. Alors, pour ceux qui écoutent cette émission en rediffusion, si vous aimez les réponses que nous discutons ainsi que les questions des personnes qui viennent nous voir, mettez dans la section commentaires des questions que vous aimeriez que je réponde. Comme ça, je pourrai vous expliquer un petit peu plus. Vous allez devenir de meilleurs scientifiques et mieux comprendre notre monde. C'est important. Très bien. Alors ça ici, c'est notre deuxième partie. J'ai eu aussi une question qui venait de l'audience et cette question se rapporte à la masse et le poids. Donc, nous allons parler de masse et de poids. Donc, voyons voir quelle est la différence entre masse et poids. Alors, ici, on a un concept de physique et voyons voir. Vous savez comme moi que si on prend notre petite planète Terre, comme ceci, nous avons la gravité. Donc, sur notre petite Terre, la gravité va vers le centre de notre planète. Lorsqu'on a de la matière, ça ici, je m'étais donné un petit mot. Voyons voir si je m'avais mis un petit mot juste pour me rappeler et j'ai perdu mon petit mot. Ça va. Alors, lorsqu'on parle de matière, la matière, c'est une quantité d'atomes, de molécules, comme ceci, faites, et ici je vais garder ça au plus simple, fait de protons, de neutrons et d'électrons.
Je sais qu'il y a d'autres particules, mais la matière a cette masse, ont ces particules. Maintenant, le proton a une masse qui est, lui, c'est une masse qui est spécifique. Donc, si nous sommes je ne sais pas, on est à Paris, par exemple, nous sommes à Katmandou, plus haut dans les Himalayas. Si nous allons faire un tour sur Mars ou la Lune, un proton est toujours un proton. Un neutron, le neutron est pas négatif, le neutron est toujours un neutron et l'électron est toujours un électron. Donc, cette matière a une masse. Donc, ça, c'est la première chose. La masse est toujours en fonction de la quantité de matière présente. Maintenant, chose intéressante, lorsqu'on parle de poids, là, c'est un peu différent. La matière, on peut le calculer en kilogrammes ou en grammes, comme ceci. Maintenant, lorsque nous parlons de poids, comme ceci, le poids ici, c'est mesuré en newton. Donc, le poids n'est pas la quantité de masse, mais le poids, qu'est-ce que c'est? C'est la masse multipliée par la force gravitationnelle. Comme ceci. OK, alors ça, c'est intéressant. Alors, si nous étions pour regarder, par exemple, on prend quelqu'un qui pèse, je ne sais pas, prenons quelqu'un un peu plus gros et un nombre facile à faire. Disons qu'on a quelqu'un qui a une masse de 100 kg et que l'accélération, ici, est-ce que c'est la force? Oui, la force gravitationnelle est de 9,8 newtons par kilogramme. Nous avons quelqu'un qui a 980 newtons. Ça, c'est le poids de cette personne. Voilà. Donc, chose intéressante, vous allez dire, oui, mais dans notre société, on va parler, moi, je pèse, disons, 100 kg. Donc, on parle de poids. C'est vrai. Donc, dans la société en général, souvent, il y a une confusion entre les deux. Il y a une confusion entre le poids et masse. Les scientifiques, eux, vont considérer les deux comme étant complètement différents. Alors, ça veut dire que lorsqu'on va chez le docteur et on va mesurer en kilogrammes comment la personne est, ce qu'on mesure en kilogrammes, c'est le poids. Donc, notre balance mesure le poids parce que c'est plus facile. Il donne un nombre en kilogrammes, mais ça mesure surtout le poids à cet endroit. Chose intéressante, si vous allez, par exemple, faire de l'alpinisme en altitude, votre poids va changer sur la balance. Donc, vous amenez votre balance, vous allez grimper à moitié chemin sur les Himalayas et vous vous pesez. Il y aurait une différence parce que plus qu'on s'éloigne du centre de notre planète, moins la gravité est importante. Donc, votre poids sur notre planète va changer dépendant de où nous sommes. C'est intéressant. Alors vous dites, OK, est-ce qu'on peut penser à d'autres choses qui est intéressant? Alors, j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Voyons voir qu'est-ce que vous voyez. Voilà. Donc ici, on peut voir que, dépendant de la planète, il y a des forces gravitationnelles ou des champs gravitationnels différents. Donc sur Terre, ici, on est 9,8, mais si on va sur Mars, nous avons seulement 3,72. Si on est sur la Lune, on a 1,67. Donc allons faire un tour sur la Lune. Donc ça ici, notre calcul qu'on vient de faire, c'est sur la Terre. Maintenant, si nous allons maintenant, alors notre Lune, on va dire que notre Lune, elle est grise, comme ceci.
Donc, si on va sur la Lune et quelqu'un mesure 100 kg, on multiplie par 1,67 newtons par kilogramme. Alors, le poids est donc ici égal à 167 newtons. Donc ici, on peut voir que c'est 5 ou 6 fois, le poids est 5 ou 6 fois plus petit. Si on prend un astronaute sur la planète Terre et l'astronaute sur la Lune, la masse est la même. Par contre, le poids de la personne est différent. Et c'est pour ça que sur la Lune, on voit ces astronautes qui vont faire ces grands sauts et qui peuvent sauter beaucoup plus loin. Parce que le poids est beaucoup plus petit, mais leur muscle est très, très fort et leurs muscles qui sont habitués sur la planète Terre peuvent pousser énormément. Si quelqu'un était pour naître sur la Lune et grandir sur la Lune, les chances sont que la personne pourrait faire des petits sauts sur la Lune, comme nous, on fait des petits sauts sur Terre, et que si cette personne venait sur Terre, cette personne a 20 ans, cette personne se sentirait, au lieu de peser 100 kg, pourrait se sentir plusieurs centaines de kilogrammes. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça, par exemple, que lorsqu'on regarde les astronautes qui vont passer du temps sur la Station spatiale internationale, ils vont dans l'espace pendant 6 mois, ils doivent faire de l'exercice physique. Parce que durant 6 mois, si les muscles ne sont pas utilisés en apesanteur, les muscles vont atrophier, vont se mettre de plus... Le corps va dire, ah, je n'ai pas besoin de maintenir autant de muscles, donc la quantité de muscles va baisser. Autre chose dans l'espace qui se passe, c'est que le corps va dire, j'ai un squelette pour protéger les organes internes et me bouger, mais s'il n'y a pas de gravité ou la gravité est plus petite, je n'ai pas besoin d'être aussi fort. Donc, les os des astronautes vont devenir un petit peu moins forts parce que ce n'est pas nécessaire. Et c'est pour ça que lorsqu'un astronaute revient sur Terre après un séjour sur la station spatiale de 6 mois, je sais qu'il y a des pays qui ont envoyé des personnes pour plus longtemps. Lorsqu'ils arrivent sur la planète Terre avec la gravité, on a toute cette gravité et la pression d'air qui fait que c'est difficile pour les personnes de pouvoir bouger. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sortent, on les voit souvent assis sur une chaise parce que leurs muscles ont perdu de leur force. Ça va revenir, bien sûr. Alors ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est la différence entre le poids, qui est en fonction de la force gravitationnelle, et la masse, qui est cette quantité de matière présente. Donc si nous allons sur Mars, les astronautes auront la même masse. Par contre, le poids va être différent. Ça veut dire qu'il y a certaines choses à réfléchir. Qu'est-ce que j'écoutais? On avait des personnes qui parlaient, par exemple, si on prend les WC ou les toilettes, en Europe et ici en Amérique, on a cette grande quantité d'eau et que lorsqu'on tire la chasse d'eau, il y a le tourbillon et tout part. La gravité aide pour cela. Si on est pour faire une station sur Mars ou sur la Lune, il n'y a pas autant de gravité pour l'eau. Donc, il faut faire un redesign des toilettes. Et c'est pour ça que il y a quelques années, il y a un concours pour savoir comment est-ce qu'on peut modifier ou innover les toilettes lorsqu'on est dans l'espace. Et c'est une question qui est importante parce qu'on parle de plus en plus des voyages pour aller sur la Lune et rester sur la Lune, ou aller sur Mars et rester sur Mars. Maintenant, il y a une autre chose importante aussi à penser. Vous savez, lorsqu'on envoie des vaisseaux spatials, une fusée dans l'espace, on utilise des cylindres parce qu'un cylindre a une force concentrique et a une certaine rigidité. Par contre, si on est pour envoyer des fusées dans l'espace où il n'y a pas de pression atmosphérique, ou si on a des pressions atmosphériques différentes, ça veut dire qu'on a de la matière qui fait des fusées, mais le poids va changer. Et ça, c'est quelque chose à considérer parce qu'on ne veut pas avoir des matériaux ou de l'équipement qui auront différents poids, parce que ceci peut affecter les machines.
Donc, par exemple, si on est sur la planète Terre et on a notre fusée et que celle-ci va dans l'espace, il n'y a pas la pression atmosphérique, donc on doit considérer qu'il y a une expansion de la fusée. Mais on ne veut pas qu'elle explose. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas évident. Si on est pour construire quelque chose dans l'espace et que cet objet vient sur la planète Terre, il y a la gravité qui est plus grande et la pression atmosphérique. Et c'est un problème d'ingénierie. Donc, on a ces ingénieurs qui pensent, est-ce qu'on peut aller miner des informations sur un astéroïde et ramener les matériaux ici? Possiblement, mais il y a toutes sortes de concepts à considérer et ça, ce n'est pas évident non plus. Un autre exemple d'astronomie, il y a quelques années, il y a Rosetta qui était une sonde et elle est allée voir un astéroïde qui passait et donc on voulait aller l'étudier. Par contre, lorsque nous avons cette sonde qui est allée à la surface de cet astéroïde, je ne sais pas si je peux le trouver, une photo. Alors ici, voyons voir, Wiki Rosetta astéroïde. Voyons voir si je peux trouver quelques images utiles. Alors, voyons voir. Tiens, je vais prendre cette photo, je pense que c'est raisonnable. Où est-ce qu'elle est? Ici. Donc, elle est allée sur cette comète. Mais quelque chose que quelqu'un n'avait pas pensé, c'est que lorsqu'on a cet objet qui est arrivé sur l'astéroïde, on voulait qu'elle se dépose, on a mal calculé la gravité que cet objet pouvait avoir. Donc, on a eu cet appareil qui est arrivé sur l'astéroïde et elle est rebondie et elle est allée beaucoup plus loin. Parce qu'il n'y avait pas de gravité qui gardait cet objet à cet endroit. Et ceci a causé quelques difficultés parce que cette morceau d'équipement est allé dans un coin où il y avait peu de soleil. Donc, il fallait attendre que l'astéroïde tourne pour donner de l'énergie à l'appareil. C'était tout un mélange. Mais ça, c'était une mission de plus de 10 ans. Donc, ça, c'est des choses à planifier, pas seulement, j'ai envie d'aller à l'épicerie ou au marché et j'y vais dans 5 minutes. Ce sont des missions qui sont calculées et sont planifiées 10 années d'avance. Donc, les scientifiques ont plein de choses intéressantes à considérer lorsqu'ils pensent aux matériaux, à la masse, au poids et l'aérospatial, bien sûr, qui est toujours intéressant. Et ça, c'est la troisième question que j'ai aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner la chance, si vous avez une question additionnelle, de le mettre dans le chat. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sinon, ce sera la fin de notre stream dans quelques instants. Donc, voyons voir. Comme on peut voir, j'écris un petit peu mieux ici sur la tablette. Il faut dire que mes dessins ne sont pas toujours fantastiques, mais peut-être qu'on va y arriver aussi. Donc, ça, c'est quelque chose à penser. Alors, voyons voir. Vu qu'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, mettez vos questions dans les sections commentaires à la fin de la diffusion de cette vidéo. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions demain. Donc ici, on a plusieurs. Alors, il y a 2, 3 ou 4 personnes qui sont venues. Ça m'a fait plaisir d'être ici avec vous. Pour ceux qui viennent en rediffusion, appréciez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez même faire un thumbs up pour, bien sûr, aider avec l'algorithme. Et si vous voulez, vous pouvez peser la petite cloche pour savoir quand est-ce que je reviens. Mais je fais ces sessions de tutoriel à tous les samedis à la même heure. Donc ici, maintenant, il est 11 heures le matin ici en Ontario. Et je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente soirée et on se voit la semaine prochaine. Au revoir à tous.